On va passer à... Pardon. On va passer avec le professeur Henri Jean-Philippe, qui va nous parler des traitements chirurgicaux des hémorragies de la délivrance. Non, D'ailleurs, ça colle très bien avec le topo de Rachid Sani. Oui, exactement. Écoutez, bonjour à vous tous. Euh, vous le savez, nous le savons, le taux de mortalité maternelle en France est à peu près de 8 femmes qui meurent pour 100 000 naissances. C'est sûrement beaucoup trop. Dans les pays d'Europe du Nord, c'est 3 à 4 pour 100 000 naissances, c'est un petit peu moins. Et dans d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne, c'est à peu près 500 000 pour 100 000 naissances. En Afghanistan, c'est plus de 1000 pour 100 000 naissances. Et malheureusement, on n'intervient pas dans ces pays-là. Alors, au total, eh bien, au total, il y a à peu près 280 000 décès maternels dans le monde, soit à peu près 800 par jour. Et la principale cause de mortalité maternelle est l'hémorragie. Et ce qui est évidemment dommage, mais aussi c'est notre mission en tant qu'ONG qui s'occupe de formation, c'est que 90% des morts sont évitables. C'est-à-dire qu'il faut améliorer le diagnostic, il faut améliorer la prise en charge, et dont la prise en charge chirurgicale. Alors, dans le monde entier, au Tchad, Burkina Faso, au Niger, au Mali, en France, aux États-Unis, il y a des protocoles qui sont écrits partout, parfois plus ou moins appliqués, mais disons que tout ce qui est nécessaire est très simple. Et en fait, lorsqu'il y a une hémorragie de délivrance, euh, dans les quelques minutes qui suivent, ben, ce qu'il faut faire, vous savez, c'est une délivrance du placenta, une révision utérine, et en général, tout rentre dans l'ordre. Et puis, si au bout de 15 minutes, ça ne rentre pas dans l'ordre, donc on va utiliser des produits plus puissants, des prostaglandines, qui doivent entraîner une hypercontraction de l'utérus et arrêter le saignement, parce que la principale cause d'hémorragie est l'atonie utérine, l'utérus qui se relâche. Si au bout de 30 minutes, le saignement persiste, après, bien sûr, elle va vérifier qu'il n'y a pas une déchirure, une rupture utérine, une déchirure vaginale. Ben, il faudra faire soit une embolisation des artères utérines, soit une technique chirurgicale. Et donc, je vais vous présenter brièvement, vous êtes tous chirurgiens ici, eh bien, les techniques qu'on fait ici et ailleurs. C'est les mêmes techniques, mais avec une réflexion sur qu'est-ce qui est préférable, qu'est-ce qui est le plus simple, qu'est-ce qui est le plus applicable. La technique de référence, qui est l'hystérectomie, je dis totale ou subtotale. Et là, il y a beaucoup de discussions sur cela. Par exemple, vous voyez une publication au Kazakhstan où c'est en bleu foncé, on pratique plutôt les hystérectomies subtotales. Et c'est vrai, mettez-vous dans la situation césarienne, pour ceux qui sont ophtalmos, là, on a incisé la face entière de l'utérus. Pour faire une hystérectomie, ben, on poursuit en arrière, donc ça prend quelques minutes. C'est très simple. Et pourtant, quand vous expliquez ça au Vietnam, on considère que quelqu'un qui fait une hystérectomie subtotale n'est pas un criminel, mais c'est interdit. Il faut faire obligatoirement une totale. Alors, aux États-Unis, il y a une publication qui date d'il y a quelques temps, mais sur plus de 1000 hystérectomies en comparant les deux. Et bien, aux États-Unis, dans la majorité des cas, mais 52% ont fait des totales, et 48% des subtotales, mais il y a deux fois plus de complications avec les totales. Au Niger, un travail qui a été publié en 2013, eh bien, ils ont, en conclusion, dit bah, c'est plus simple, plus prudent et plus rapide. Pakistan, eh bien, eux, il y a une gradation des soins comme dans beaucoup de pays. Eh bien, lorsque c'est un hôpital de premier niveau, on fait une subtotale. Mais en fait, il y a des gynécologues obstétriciens ici. On sait que ce n'est pas suffisant de faire des subtotales. Lorsque le placenta est bien serré, lorsqu'il y a une déchirure sur le col. Donc, ça signifie qu'en fait, il n'y a pas une technique. On doit maîtriser les deux techniques, subtotale et totale, et le plus simple et le mieux, mais quand c'est adapté. Alors maintenant, il y a des techniques conservatrices. Et eh bien oui, parce que dans tous les pays du monde, il y a des femmes qui veulent avoir des enfants, et notamment lorsque le premier enfant, la première grossesse, le premier accouchement aboutit à une catastrophe. Donc, si possible, dans un certain nombre de cas, on va essayer de conserver l'utérus. Il y a globalement deux
types de techniques. Les techniques dans lesquelles, ah oui, j'avais peur que c'était 10 minutes, dans lesquelles il y a une réduction du flux vasculaire, des techniques dans lesquelles on fait une rétraction utérine et des techniques dans lesquelles on fait les deux. Le flux vasculaire, eh bien, en fait, globalement, presque ce qui est mis en avant, c'est cette technique qui est développée par un Français et qui consiste à lier toutes les artères, utérines, ligaments ronds, utéro-ovariens. Dans ses publications initiales qui datent de 79, 24 succès, 24 atonies, et souvent on parle de cette technique en premier lieu, mais vous le comprenez naturellement que si on lit toutes les artères, eh bien, il y a parfois des insuffisances ovariennes. Ensuite, lorsqu'on fait une césarienne, eh bien, les artères utérines sont là. Donc, ça semble simple de les lier. Et ce n'est pas dangereux parce qu'on les voit. Donc, ça peut être une alternative. Et puis, là, c'est lorsqu'il y a une césarienne. Mais lorsqu'il n'y a pas eu de césarienne, lorsqu'il y a un accouchement par les voies naturelles, eh bien, il y a des techniques qui ont été décrites par voie basse. Pourquoi? Peut-être beaucoup ont fait quand même des accouchements ici. Et lorsqu'il y a un accouchement qui a eu lieu, lorsqu'on appuie sur le fond utérin, le col utérin sort la vulve. Ça veut dire que les artères utérines sont accessibles et il y a souvent un œdème gravidique, de telle sorte que si on fait une colpotomie, c'est ce qui est à droite là, on va disséquer très facilement et donc repousser très facilement la vessie, ce qui veut dire que les artères sont très loin. Et si les artères sont loin, on va pouvoir lier les deux artères utérines, simplement. Technique simple, rapide, qu'on peut même faire en salle de travail, mais il y a toujours une petite crainte parce que, inconvénient, il faut qu'il n'y ait pas la crainte de la chirurgie par voie vaginale. Et donc, vous voyez, c'est une technique qu'on avait publiée en 97. En 2002, il y a Ebisch qui l'a republiée avec une efficacité dans 13 cas sur 14, donc c'est efficace. Alors là, c'est pas du tout pareil. Vous voyez les vaisseaux, bon, vous êtes chirurgien, donc ça ne vous fait pas peur. Mais pour quelqu'un qui n'a pas une expérience, tout à l'heure, on a parlé, notre ami au Niger, de personnes qui font des césariennes, et parfois il y a des complications. Eh bien, arriver dans ce carrefour-là, ça semble pas si simple. Et même en France, moi j'ai des collègues qui ont lié une artère plutôt qu'une autre, une artère, et ainsi de suite. C'est une zone qui est complexe. Donc l'inconvénient de l'existence des artères hypogastriques est la technique. Mais vous voyez à droite, les chiffres sont plutôt bons en termes d'efficacité, entre 40 et 70% des cas. Deuxième catégorie, technique de rétraction utérine. Et vous savez, lorsqu'il y a un accouchement, la première chose qu'on fait, c'est on masse l'utérus pour diminuer le saignement. Et bien, l'objectif, c'est de le faire sur le plan chirurgical. La technique de base, c'est la technique de Lynch, qui consiste, comme vous le voyez, à encercler un peu l'utérus en passant au-dessus et en revenant. Et c'est l'image un peu qu'on voit à droite. Donc, une technique est intéressante, efficacité 90%. Et puis, une technique encore plus simple, parce que vous imaginez la photo d'avant, pour serrer les nœuds, c'est peut-être pas si simple que ça. La Shaw a décrit une technique, on accole face antérieure et postérieure de l'utérus, donc ça ne peut plus saigner, puisque c'est accolé. Mais le taux de synéchie qui était publié donc d'accollement de l'utérus qui était 5 à 10% initialement, il y a des publications qui retrouvent jusqu'à 54% de synéchie, donc d'adhérence de l'utérus. Donc c'est un problème. Et puis, on a ensuite imaginez une technique un petit peu plus simple, qui est celle-ci. L'utérus est mou, vraiment mou comme un gant. Et là, vous voyez le doigt, là, c'est mon doigt en l'occurrence, ils ne sont pas très grands, mais ils ne sont pas si courts que ça. C'est que l'utérus est complètement mou. Donc en appuyant sur l'utérus, on va passer une aiguille qui va prendre la face entière de l'utérus, en face également, et on va serrer. Et donc ça va entraîner une contraction de l'utérus. Donc en général, on fait 2 points. Simplement, en voyant l'utérus maintenant, on voit qu'il est contracté. Donc, on fait 2 points devant, 2 points derrière. Et donc, on a publié les 40 premiers cas. Vous voyez, il y avait 43 sur 44 de situations qui ont été efficaces. Et c'est un geste simplissime. Et il y a une étude un peu ultérieure qui a été faite. Il y a 14 femmes qui ont souhaité être enceintes. C'était des grossesses qui sont passées normalement. Il n'y a pas eu de synéchie, d'adhérence, de plasta prévée, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il faut faire une technique de rétraction utérine ou une technique de ligature vasculaire? Il y a un travail qui a été fait par Kayem qui était intéressant, qui est un peu ancien, mais très intéressant, où comme critère de jugement, il a regardé, est-ce qu'après cette technique, on regarde s'il faut faire un geste chirurgical complémentaire, et est-ce qu'il y a besoin d'une hystérectomie complémentaire?
Ben, vous voyez qu'en cas de technique de compression utérine, dans 10% des cas, il faudra faire une technique chirurgicale complémentaire et une hystérectomie dans 20% des cas. Par contre, s'il fait une ligature vasculaire, dans 50% des cas, il faudra faire un geste complémentaire et dans 43% des cas, il faudra faire une hystérectomie. Ça signifie que la technique de ligature vasculaire est peut-être dans cette série, qui est une série quand même assez importante, pas à prioriser. Ensuite, associer les deux techniques. Ce qui était une idée qui date un peu de donc 20 ans de Pereira, qui était intéressante. Il s'est dit, vous voulez, vous obstétricien qui rétracte l'utérus, mais on va faire un cerclage de l'utérus qui a pour objet d'une part de contracter l'utérus, et on va le faire dans les deux axes perpendiculaires, mais aussi de passer autour des artères utérines. Donc l'utérus va être rétracté. Et puis il y a Cyril Huissou, qui est gynécologue obstétricien à Lyon, et qui a simplifié un peu la technique en disant, voilà, bah, OK, on va faire un cerclage de l'utérus, vous voyez, transversalement, donc 3 lignes de cerclage, mais en passant en dehors des artères utérines, dans la partie supérieure, c'est-à-dire que ça permet de contracter l'utérus, mais par contre, en bas, en passant autour des artères utérines, donc ça permet de diminuer le flux, mais pas d'entraîner finalement une dévascularisation totale de l'utérus. Le temps étant, je ne vais pas présenter son petit film qui est accès libre, mais il y a un certain nombre de publications qui montraient que lorsqu'on associe ces deux techniques, il y a parfois des nécroses de l'utérus. On peut voir ici. Donc, conserver l'utérus pour aboutir à une nécrose, c'est peut-être pas. C'est donc une technique, à mon sens, qui est intéressante, mais peut-être pas d'emblée. Et donc, voilà la proposition qu'on pourrait faire. C'est lorsqu'une patiente a besoin d'une technique hémostatique complémentaire, embolisation ou chirurgie utérine, souvent, maintenant, on utilise des ballons intra-utérins qui compriment un peu l'utérus en préopératoire. Et puis après, on va choisir soit rétraction, soit ligature vasculaire. Et la littérature nous pense plutôt aller vers ligature vasculaire, vers rétraction. Et si au bout de 15 minutes, pas d'amélioration, ben dans ce cas-là, deux solutions, soit chez une femme pour laquelle, qui est jeune, qui n'a pas d'enfant, peut-être qu'on fera une technique comme la technique associant les deux, technique de Wissou, sinon une hystérectomie. Et c'est vrai que parfois, des jeunes chirurgiens, lorsqu'ils font une hystérectomie, se disent je ne sais pas bien d'avoir fait une hystérectomie chez une femme jeune, mais il faut voir que parfois ça sauve les femmes. Donc c'est important d'avoir ceci en tête. Alors voilà les techniques de ballon préopératoire qu'on utilise dans le monde entier. Parfois, ça peut être des condoms qui sont utilisés. Et maintenant, des techniques qui sont opposées, qui sont intéressantes, technique de JADA, qui consiste à mettre quelque chose qui aspire le sang de l'utérus et, vous voyez, rétracte l'utérus. C'est ce qu'on voit à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque c'est testé cette technique-là, en moins de 5 minutes, c'est efficace. Donc c'est intéressant de voir l'efficacité immédiate et peut-être se poser la question, bah, finalement, est-ce qu'il faut faire une intervention chirurgicale par la suite? Après hystérectomie, ben, vous imaginez ce qu'on peut être amené à faire, un packing, très bien. Donc, en conclusion, ben, évidemment, le diagnostic préparatoire des situations à risque sont essentiels parce que, on l'a vu tout à l'heure, il y a différents niveaux de prise en charge. S'il y a un haut risque d'hémorragie, il vaut mieux que ce soit dans un endroit où il y a le panel des techniques chirurgicales. La prise en charge médicaux avec nos collègues anesthésistes réanimateurs, c'est fondamental, je n'insiste pas. Vous avez vu que le temps passe est très important, donc il ne faut pas faire des techniques, à mon sens, où on lie une artère, puis une autre artère, puis une autre artère, puis une technique, ainsi de suite. Donc, à mon avis, qu'il y ait deux niveaux, une technique conservatrice et puis une technique soit l'hystérectomie, soit intermédiaire, associant les deux. Et donc, c'est quand même une possibilité pour les femmes jeunes. Et enfin, donc c'est un travail qui a été fait en 2016, intéressant, pour savoir finalement, c'est une énorme série, hein. Qu'est-ce que connaissent les gynécologues? Et on s'aperçoit que 30 à 50% des gynécologues ont déjà pratiqué ces techniques, les principales techniques que je vous ai mentionnées. Mais quand même, pratiquement 30% n'ont pas vu certaines techniques chirurgicales. Donc ça signifie, et c'était un peu le sujet de cette session, c'est-à-dire que ce qui est fondamental, parce qu'on est confronté à des situations qui sont souvent pas prédictibles, c'est de développer des formations, des simulations préalables et régulières à tous ces gestes. Donc, l'ensemble de ces techniques chirurgicales pour le traitement des hémorragies de la délivrance doivent être maîtrisées
par tout gynécologue obstétricien. Et moi, le travail qui était présenté par Rachid est très intéressant. Et euh, nous, on a développé récemment l'association Action Santé Femmes en dehors de nos actions dans les pays de formation, d'accompagnement. Et au Tchad, on a travaillé projet PASS, MPACO, ce que vous connaissez parfaitement, et dans d'autres pays, en RDC, en Arménie. Et maintenant, on s'est dit que du fait des petites difficultés, parfois de se déplacer, on est en train de développer un outil de formation en ligne, un MOOC sur la césarienne, un accès libre, qui aborde toutes les composantes de la césarienne, les indications, les techniques, les complications, et aussi comment réduire le taux césarienne dans les pays dans lesquels il y a une explosion du taux césarienne. Je vous remercie pour votre écoute. Y a-t-il des questions? Une question. Question pour Philippe Descamps. Merci beaucoup, Henri-Jean. Donc, c'est un exposé tout à fait remarquable et c'est vraiment une problématique de gynécologue obstétricien dans le monde. Enfin, j'ai entendu quelques sursauts dans la salle quand tu as commencé sans diapo à donner les chiffres, comment on passe de 8 pour 100 000 à 1000 pour 100 000, ce qui veut dire 1%, c'est effarant. Il y a bien sûr le non-accès aux soins, il y a la non-formation. Je voudrais compléter ce que tu as dit. On a fait une publication récente en France parmi les assistants et chefs de clinique, puisqu'on a une féminisation très intense, vous le savez bien actuellement, et j'en suis heureux, ma chère Carole. Et on a fait poser une question très simple, c'était est-ce que vous qui êtes chef de clinique, donc qui pouvez tenir une salle d'accouchement à minuit le 15 août seul, vous vous sentez capable de faire une hystérectomie d'hémostase dans un contexte d'hémorragie de la délivrance? Et 60%, c'est publié, vous mettez mon nom, vous trouverez, 60% répondu non, je ne me sens pas capable. Donc il y a une évolution aussi de nos pratiques, c'est pas seulement en Afghanistan, et c'est lié à plusieurs paramètres. La première, c'est l'hyperspécialisation dans notre spécialité. Vous savez qu'on a trois piliers, on a l'AMP, on a la chirurgie, puis on a l'obstétrique. Et puis c'est lié aussi même parmi les gens qui font de la chirurgie à la célioscopie, puisque les jeunes sont excellents en céliochirurgie, mais sont beaucoup plus mauvais en laparotomie. Et c'est une évolution qu'il faut prendre en considération. Voilà, c'est juste une remarque générale de pratique qui est extrêmement importante chez nous aujourd'hui et qui nous soucie beaucoup. Oui, c'est peut-être un défaut de chirurgien vasculaire. C'est te demander la place des techniques endo-utérines, de ballonisation pour faire des ballons d'hémostase, je suppose. J'ai pas bien compris les résultats. Et si c'est peut-être pour les pays en développement où il n'y a peut-être pas tous les moyens chirurgicaux disponibles, si c'est pas peut-être une voie qui va forcément se développer. C'est une technique, en effet, qui se développe. Et bon, alors ces ballons, le ballon de Bacry, c'est un ballon qui coûte cher. Donc, ça a été développé avec des condoms, avec des préservatifs qui ont été utilisés. Et c'est vrai que et ça fonctionne, bien sûr, ça fonctionne, oui. Mais ça fonctionne, mais si tu veux, il y a toute la stratégie qui est extrêmement importante, parce que ça fonctionne associé à des traitements hémostatiques, médicaux, et ça diminue le taux de césarienne d'hystérectomie dans le monde entier, associé à une prise en charge, une surveillance, et ainsi de suite. Après, associé à un bon diagnostic. Mais c'est des éléments qui sont positifs. Et le nouveau système JADA semble intéressant aussi, d'aspiration, parce que c'est une efficacité immédiate. Alors que les ballons, en général, il faut à peu près un quart d'heure pour que ça fonctionne, pour vérifier que ça fonctionne. Euh, donc moi j'étais chirurgien viscéral et en tant que chef de service, les chefs de clinique n'avaient jamais fait d'hystérectomie et donc ils ne savaient pas faire une hystérectomie, les chefs de clinique de chirurgie générale et digestive. En 2020, ils n'en avaient jamais eu. L'hyperspécialisation. Et je trouve que votre topo est extrêmement clair. Moi, le seul moment où j'ai fait des césariennes, c'est quand j'étais en Afrique et je ne savais pas les faire. Et donc, je trouve que votre exposé et le fait qu'il y ait un MOOC devrait être connu par tous les chirurgiens viscéraux, euh, européens, mais également dans les pays moins développés, parce que si les gynécologues obstétriciens ont peur de faire ces gestes, les chirurgiens viscéraux dont je fais partie ne savent pas très bien faire. Et donc, ils auraient besoin de savoir le minimum, comment on fait les cerclages. Là, c'est très bien exposé, comment on fait une hystérectomie. Et on a l'impression qu'une hystérectomie d'hémostase en postpartum, ça doit être quand même chaud, non? L'idée qu'on s'en fait.
Donc, d'abord, le MOOC, c'est vraiment très important, vous avez raison, parce que nous, on a fait 25 MOOC et le taux de participation, de suivi de ces MOOC varie entre 1000 et 15 000 personnes. Donc, il y a maintenant les jeunes, si on peut dire, et les moins jeunes, on a attrait pour ces solutions qui sont en fait des cours de 15 minutes. Donc, très courts, sur des techniques très courtes. Par exemple, ce que je viens de présenter est dans le MOOC, avec les techniques et des petites vidéos que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant, en effet, pour apprendre ces techniques de manière relativement simple. Ensuite, vous disiez, est-ce que l'hystérectomie d'hémostase dans ce contexte est stressante? Alors, il y a deux situations. Il y a lorsque c'est fait au cours d'une césarienne, et vraiment, c'est un geste qui est simple. Parce que, vous voyez, on poursuit en arrière l'incision qu'on a faite en avant. Donc, ça, c'est simple. Et alors, par contre, ce qui est plus compliqué, c'est lorsqu'il y a la question de l'hystérectomie chez une femme qui a accouché par les voies naturelles. Ça, c'est un peu plus compliqué, en effet, et ça incite un apprentissage. Et peut-être les techniques alternatives sont intéressantes. Ok, deux dernières questions. Une question et en ligne, il y a Rachid qui voudrait poser une question. Oui, c'est pas une question, c'est pour dire, on revient sur cette histoire de chirurgie ouverte, de chirurgie urgente, de gestes non faits, non, etc., qu'on se pose tout le temps. Je pense que véritablement, je ne l'ai pas vu vraiment développer. On le voit dans le thoracique, dans le surgical damage control, etc., du SimLife. Je pense que c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que l'hystérectomie d'hémostase soit dans ces programmes. Je veux dire, elle rentre véritablement aussi dans un geste qu'on peut mettre et que les gynécos devraient inclure dans leur programme. Ouais. Dernière question, Rachid, je crois que Oui, tu es... oui, oui, tout juste, en fait, je voulais qu'on garde le contact avec lui parce que mon collègue, le prof de gynéco, qui est, avec qui on supervise les formations de chirurgie de district dans l'encadrement, surtout dans la réalisation de ces césariennes. Vraiment, je voulais qu'on échange parce que il y a beaucoup de choses à apporter en formation à distance aux chirurgiens de district, à nos 2S en formation et aussi à certains spécialistes de chirurgie viscérale et gynéco-obstétrique. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est... Bon, ben Rachid, tu organises une petite réunion à Niamey, hein, bientôt? Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Mais je pense qu'il y a il y a mon collègue, le professeur Jean-François Meille. M'a dit, oui. Bon, Ouais, m'a dit oui. on va passer au topo de François Lagautrière.